Aujourd'hui, je suis une mauvaise féministe. Ça change pas, c'est comme tous les jours. Mais aujourd'hui, on va parler du livre de Roxane Gay. Alors, le livre de Roxane Gay, je l'ai mis dans la poche de ma robe, mais c'est un peu court. Il est de 2014 et c'est hyper important parce que ça veut dire qu'il est avant MeToo. MeToo, c'est 2017. Novembre 2017. Bon, moi, je dois avouer que je connais Roxane Gay que pour les titres de ses bouquins et c'est le premier que je lis. Je dirais que son plus célèbre, c'est Hunger. Bon, voilà, je connais pas. C'est une des féministes vraiment écoutées aujourd'hui aux États-Unis. Donc son titre, évidemment, Bad Féministe, ultra provoque et hyper important. Bon, alors le livre, je crois que c'est son vrai titre. Parce que ça a été traduit par Santiago Artoski. On est chez Des Noël. Et c'est l'édition Poche. Ouais, Hunger, c'est 2019. Et elle a sorti un roman, 13 jours, dont elle parle un tout petit peu dedans. Bon, moi j'ai lu que Bad Féministe, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, là, je viens juste de le finir, là maintenant dans le fauteuil. Je pense que je vais parler de quelques textes en particulier et vous expliquer pourquoi ça m'a plu. Je pense pas que ce soit le mode d'emploi féministe militant, parfait, etc. Parce que c'est une mauvaise féministe. Elle le dit elle-même. Et surtout parce que je pense que ce sont des billets de blog qui ont été rassemblés, donc c'est plein de petits textes très courts sur des sujets très différents, avec un classement. Alors j'ai pas de date, je sais pas ce qu'il y a. La quatrième dit Bad féminisme marque le début d'un nouveau féminisme décomplexé et libérateur. Et c'est pas mal, donc quelles sont les contradictions, etc. Alors, les contradictions, elles sont dans le fait que ça va être à la fois léger et quand même assez dur. Et ma principale critique, elle va être immédiate, à savoir que c'est pas du militantisme radical, mais c'est pas le propos. Mais ce que je trouve justement intéressant, c'est que le côté chronique, blog, journalisme, il ne ramène pas du développement personnel ou à quelque chose d'individualiste, mais il va vraiment nouer le privé et le politique, le personnel, le singulier et le collectif. Alors non pas pour faire, mais ça marche vachement bien. Et elle écrit vachement bien. Même en traduction. Elle est elle-même née en 74 dans le Nebraska, d'une famille haïtienne, et ça elle en parle. Et c'est important, notamment parce que elle va aborder des sujets que moi je peux... J'allais dire que je peux pas. C'est pas que je peux pas, et ça justement elle en parle bien. J'ai parfaitement le droit de le faire, mais je vais pas bien le faire. À savoir, je suis blanche, parler de la race et surtout du fait de pas être blanc, c'est quand même compliqué. Bon, et donc ça c'est vraiment un best-seller aux États-Unis. Ça l'a été en France. De toute façon, ça sort en poche, hein, ça vous donne quand même une idée. Mais je dois dire que j'ai mis du temps à le lire. J'ai attendu la version poche, j'ai hésité. Puis ça, voilà. Et je l'ai lu comme une lecture d'été, mais moi, vous savez que je vais pas lire beaucoup de magazines. En fait, j'aime bien lire des magazines féminins. Mais je vois bien que quand je vais lire, je sais pas, Biba, des trucs comme ça, j'ai vite envie, mais super vite envie de dépenser plein d'argent et d'acheter plein de maquillage pour pas le mettre. Ou des choses comme ça. Donc j'essaie d'éviter parce que c'est quand même onéreux, ces affaires-là. Et quand on lit du féminisme, au moins on gagne du temps à ce niveau-là. Alors c'est très important que ce soit de 2014 et pas plus récent parce que évidemment, ça parle pas de MeToo, donc c'est quand même le monde avant MeToo et donc aussi, faut-il le rappeler, avant Donald Trump, président des États-Unis, etc., etc. Donc niveau actualité, 6 ans c'est pas mal. Mais moi j'aime bien voir cette distance. Alors c'est fichu par... c'est un ensemble alors il y a des parties avec... C'est essentiellement des textes courts. Et moi c'est le genre de truc qui fait que je vais lire beaucoup parce que je passe d'un texte à un autre. Puis je fume une cigarette, je passe d'un texte à un autre. Ça, bon voilà, je suis pas censée fumer. Enfin je suis pas censée fumer, ça serait mieux que je ne fume pas surtout.
textes courts qui vont quand même souvent faire, on va dire, de 2 à 5 pages environ, dans des grandes parties. Alors, ces grandes parties, donc introduction, moi, genre et sexualité, race et divertissement, politique, genre et race, encore moi, et les remerciements très courts. Bon, évidemment, c'est sur race et divertissement que j'ai été, que je vais être la moins pertinente. Mais c'est une partie qui m'a beaucoup touchée. J'ai eu une impression de quelque chose qui était ascendant d'un billet à un autre. Il y a des liens entre les billets, mais ça peut vraiment se lire de façon indépendante. Au niveau du rythme et de la difficulté, alors par exemple, il y a... Je sais même plus lequel c'était, mais il y a tout un billet sur les tournois de Scrabble. De compète, hein, les vraies compétitions de Scrabble. C'est hilarant, c'est hyper drôle. Mais c'est un billet personnel. C'est pas spécialement féministe, mais c'est très drôle. C'est vraiment très très drôle. Voilà. Des souvenirs d'enfance, etc. J'ai vraiment été très marquée par quelques trucs. Et c'est pas forcément chronologique non plus. Hein, D'ailleurs, si ce sont des billets de blog, ce que je ne sais pas, on l'a pas d'emblée. Et il y a pas mal de choses aussi qui ont montré, évidemment, ça m'a touchée à son enseignement, parce qu'elle enseigne en université. Et donc ça m'a évidemment, ça m'a parlé, hein. On peut pas se refaire. Voilà, bon, le positionnement de base de la mauvaise féministe a été hyper intéressant et ça va devenir littéralement intéressant. Il me semble qu'elle est prof de... À un moment, elle fait allusion au fait qu'elle est prof de creative writing et elle est écrivaine à côté. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, beaucoup de ces billets sont des billets sur la représentation ou plutôt sur des questions de genre dans la culture et en particulier la pop culture. Donc musique, chanson, cinéma, littérature. Quand je dis cinéma, c'est séries télé aussi. Audiovisuel, je crois pas en oublier, elle ne parle pas de jeux vidéo. Bon, c'était pas inadéquat. Et son positionnement, donc bad féministe, je suis féministe, mais mauvaise féministe, il me semble vraiment ultra important pour sortir du dogmatisme radical. Alors ça, c'est pas propre au milieu féministe du tout, mais j'ai l'impression que c'est quand même en ce moment quelque chose qui est assez fort dans le féminisme et dans les milieux queer, et qui est très paradoxal. Ça, c'est des réflexions qu'il y a sur les espaces safe. Alors on le trouve chez Coquelin dans la révolution féministe. On va les trouver chez d'autres. Bon là, voilà, il y a vraiment la télé, les séries, Netflix, chercher sur Internet, Twitter. Je me sens proche, hein, même si je n'ai pas de télévision. Et ce dogmatisme, alors, il est paradoxal, il est pas malveillant, ou pas toujours malveillant, mais il va... c'est vraiment pas une spécificité, une caractéristique, la malveillance, mais il est, à mon avis, et là je parle vraiment de mon avis, et je m'inclus dans ces travers, lié à une volonté de trop bien faire. Et je pense que le fait que le féminisme est pas mal d'assises dans les cercles intellectuels au sens large, va titiller quelque chose de l'ordre du bon élève ou de la bonne élève. On veut bien faire dans sa nouvelle école. On veut être bien dans le groupe, et donc il y a tous ces effets qui s'y ajoutent. Et il y a quelque chose qui là va être profondément sexiste et misogyne. Et la misogynie est très souvent intériorisée. La misogynie, c'est pas juste les hommes, même pas les femmes. Hein. La misogynie, ou le sexisme, c'est vivre dans un système dans lequel les femmes sont, par tout le monde, hommes et femmes, considérées comme inférieures. Évidemment qu'il va y avoir des femmes complices, que la misogynie va être intériorisée.
qu'on va être persuadé que la complémentarité est quelque chose de valable, etc. etc. Donc ça, c'est évidemment plus compliqué et plus intéressant que juste dire les hommes sont méchants, les femmes sont gentilles. Mais il n'y a pas de féministe qui dit ça, ou très peu. Et en tout cas, il y a un truc qui, moi, là, que je touche du doigt depuis peu de temps et dont je ne suis pas encore complètement sûre, mais qui va être le fait que ce qu'on appelle la pureté militante, et en même temps la pureté militante c'est un concept lui-même qui est sujet à caution, va être en tout cas particulièrement fort, ce phénomène va être fort dans les cercles féministes parce que finalement les cercles féministes vont quand même ramener à des concepts sexistes et misogynes et donc au double standard dont sont victimes les femmes. Et à ce niveau-là, jusqu'au sacrifice de soi pour la cause. Alors, ça aurait pu être pour un mari, pour un autre, etc. Mais la demande d'un dévouement maximal et le fait de donner les preuves de ce dévouement maximal me semble être quelque chose de totalement sexiste et misogyne, mais paradoxalement présent dans une cause comme le féminisme. Et ça fait que j'ai vraiment apprécié pour ça Bad Féministe. Alors moi je suis pas en asso, je suis pas en parti, je vous l'ai déjà dit. C'est pas du tout ça qui m'intéresse et j'ai quand même une position, on va dire au niveau de ce qu'on appelle les réseaux en sciences sociales ou des sociabilités. Bah, dans les faits je suis insérée sans être insérée, quoi. Comme toujours, le cul entre deux chaises. Voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a souvent des tribunes, et souvent pour des causes extrêmement importantes. Mais c'est un truc qu'on entend aussi beaucoup à l'extrême droite pour des causes de merde. Mais où sont les féministes et pourquoi on n'entend pas les féministes? Alors souvent on les entend, mais juste on les écoute pas. Et comme si les féministes, ça devait être sur absolument tous les fronts. Je trouve pas étonnant que dans les cercles militants, ce soit les féministes les premières à avoir parlé de burn-out militant. Et d'en avoir été victime et d'avoir été capable d'en parler et finalement de refaire du care. Voilà, c'était la parenthèse sur mon avis personnel. M'ont beaucoup plu, notamment la séquence ou le chapitre, le billet. Bénéfice exclusif, donc c'est page 35, 39, 40. Qui revient sur la notion de privilège. Alors là, je préfère la notion de domination, mais quand on va dire, oh là là, être un homme blanc, c'est avoir des privilèges, être une femme blanche, c'est avoir des privilèges, être un homme noir par rapport à être une femme noire, etc. Où là, je trouve que Roxane Gay revient très justement sur cette notion-là, qui est quand même importante, mais elle apporte une nuance que en fait, je n'avais pas saisie, que je n'avais pas vue nulle part jusque-là, mais qui est que ce privilège, il doit servir à savoir d'où soit on parle et à comprendre la situation dans laquelle une personne est, mais que lancer une accusation de privilège à quelqu'un d'autre, de façon, on va dire, non bienveillante, ne permet pas... Enfin, ça n'amène pas à un dialogue entre des subjectivités, ça amène à une silenciation et à une inversion des oppressions. Et les oppressions, elles sont bonnes dans aucun sens. Évidemment que cette inversion des oppressions, qui est en fait de l'ordre d'un carnaval, mais là c'est moi qui le dis, elle va pas fonctionner. Mais c'est un outil militant important, militant et scientifique, moins important que la notion de domination ou que la notion d'oppression, mais c'est quand même quelque chose qui doit plus servir là à une construction, on va dire, personnelle et collective pour situer la parole. Et là, elle le fait en tant qu'écrivaine. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, donc bon, je vous y renvoie plus en détail. Et alors vraiment, alors j'ai beaucoup aimé le passage « Comment être ami avec une autre femme », mais qui est très précis et bien en fait, qui est vraiment chouette. Comment soutenir, comment écouter, comment aussi dire, et c'est très drôle à lire. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Toute la séquence spectacle splendide et racoleur. Je suis désolée, j'ai la voix qui hésite un peu, mais il est tard, il est 1h du matin. Elle part de Butler pour
reprendre le concept de la Goon Girl. Et ça m'avait beaucoup plu parce que la Goon Girl, c'est la jeune fille qui découvre sa féminité, qui commence à la performer. Et pour ça, elle s'appuie sur beaucoup de littérature et d'exemples littéraires, quand même globalement de littérature populaire, grand public. J'ai été marquée par ce moment où elle explique qu'il y a finalement assez peu de littérature sur l'avortement. Et j'ai été étonnée qu'elle ne cite pas Casey Hacker. Mais ça, je pense que j'en ferai une vidéo en soi, et peut-être cet été, mais c'est vraiment un livre compliqué. Je suis pas sûre de bien le maîtriser, mais ça m'avait beaucoup plu. Mais j'étais complètement paumée. Mais c'est bien d'être paumée aussi. Et en fait, donc, les Goon Girls, c'est le terme vient de Shakespeare, hein, ça va être vraiment un trope, ou plutôt un type de jeune fille, et un trope, donc vraiment un stéréotype de culture populaire, qui va enfermer les jeunes femmes, et notamment dans les scénarios de télé-réalité. Je ne le donne pas en détail, et celui qui m'a le plus plu et dont je vais parler, c'est Pas là pour me faire des amis, 123, et on va jusqu'à 139, donc c'en est un qui est assez long par rapport aux autres. Je sais plus ce que c'était. Ah oui, après, le suivant, Comment nous perdons tous la bataille, c'était une review d'un compte-rendu, quoi, d'un bouquin antiféministe, mais qui se dit féministe, enfin, du Bastier, quoi. Hein. On va pas être étonné. Pas là pour me faire des amis, alors en plus c'était plaisant de voir une épigraphe de Duras, hein. Le souvenir des hommes ne se produit jamais dans cet éclairement illuminant qui accompagne celui des femmes. L'amant. Et elle part vraiment donc d'une anecdote personnelle qui va être la notation dans l'album Souvenir du lycée. C'est un truc qu'on n'a pas, nous. Hein. En France, en tout cas, à ma connaissance, moi je l'avais pas. Mais vous savez, ce truc qu'on achète quand sa photo avec une devise, un mot. Et c'est sur le fait d'avoir besoin d'être aimé. Et j'ai vraiment envie de parler un peu plus en avant de celui-là, parce que dans ce moment-là, donc elle repart des émissions de télé-réalité, du cliché de « Ah, je ne suis pas là pour me faire des amis », et donc du cliché de l'antipathie, qu'elle-même a du mal à être antipathique, mais sur cette... donc déjà sur ce qui va fonder ou non, enfin fonder la sympathie ou l'antipathie de quelqu'un, et surtout, pourquoi on l'applique au personnage littéraire, et comment ça se passe. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire que parler... et elle montre comment la littérature écrite par des femmes, et qui n'est donc pas la littérature féminine, va se retrouver finalement beaucoup plus jugée au prisme de la sympathie ou de l'antipathie des personnages, avec des remarques comme « je n'aimerais pas être amie avec le personnage », ce qui amène ce super paragraphe que j'ai perdu évidemment parce que j'ai rien noté. Et alors elle le cite, il n'est pas d'elle, c'est de Messoud. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette question? Vous voudriez être ami avec Humber, c'est le narrateur de Lolita. Hein. Vous voudriez être ami avec Mickey Sabat, Salem Sinai, Hamlet, Krapp, Oedipe, Oscar Wilde, Antigone, Raskolnikov, n'importe quel personnage des corrections, je connais pas tout, hein, mais je vous le lis. N'importe quel personnage de l'Infini Comédie, et là je vous renvoie à la vidéo, n'importe quel personnage de tout ce que Pynchon a jamais écrit, ou Martin Addams, ou Orhan Pamuk, ou Alice Munro d'ailleurs. Si vous lisez pour vous faire des amis, vous avez un problème, nous lisons pour trouver la vie dans tous ces possibles. La question pertinente n'est pas « Est-ce que j'ai là un ami potentiel ?» mais « Ce personnage est-il vivant ?» Et on voit bien comment finalement cette question de l'antipathie, de la sympathie, qui socialement est ultra importante, et comment ça amène un double standard très pénible pour les femmes. Parce que les femmes n'ont pas le droit d'être antipathiques. Elles vont être beaucoup plus durement réprimées socialement quand elles vont être antipathiques, c'est-à-dire colériques, en fait, c'est-à-dire quand elles ne sont pas dociles, quoi. Quand elles ne sont pas gentilles, c'est-à-dire dociles, quand elles ne vont pas obéir, quand elles ne vont pas être polies, quand elles ne vont pas répondre à la question et fermer leur gueule le reste du temps, pour le dire en gros.
Ces caractéristiques là des personnages un peu forts, elle les reprend d'un autre livre et je sais même plus où c'est passé, mais c'est l'audace, la détermination, ouais, enfin l'autonomie, être capable, c'est dans un autre texte, je me suis trompée. Il s'agit en fait de sortir de ça. Déjà en fait, bon, bah, d'un point de vue social, il paraîtrait que ce serait un des handicaps des femmes et des raisons, parmi d'autres, du plafond de verre. Ce double standard qui brime très concrètement et qui qui entraîne ce que Solanas appelait la domestication des filles à papa. Solanas. Et je pense que je vais reparler de Solanas bientôt. Alors après, voilà, et elle note que par exemple, un homme antipathique est un anti-héros. Je pense qu'anti-héros c'est plus compliqué, mais en fait c'est un terme qui veut tellement rien dire. Alors que les femmes antipathiques, les personnages féminins antipathiques, elles ne sont pas des anti-héroïnes, ce sont surtout des femmes antipathiques. Et c'est vraiment intéressant. Parce que finalement, cette question de est-ce que le personnage va être sympa, moi je me la pose pas tellement. Mais alors, il y a des... Bizarrement, je me la pose pour les auteurs, mais pas pour les auteurs réels, mais pour les voix que j'entends. Enfin, les voix que j'entends pas des voix, mais pour les voix narratives. Est-ce que la voix narrative est sympathique? Et en même temps, j'adore Lolita, dont je crois que je parle un jour, de Nabokov. Et Humber ne m'est évidemment absolument pas sympathique, mais ce que je trouve fascinant dans Lolita, comme ce qu'ils font de Lolita, c'est ce décalage narration diégèse, c'est-à-dire histoire racontée. Et c'est comme si cette distance-là, les femmes n'y avaient pas droit. Alors je vous lis un paragraphe, je suis page 131, Wood, qu'elle vient de citer, James Wood, a en partie raison, mais la question récurrente du capital sympathie des personnages donne l'impression que nous recherchons dans la fiction un monde idéal où les gens se comportent de façon idéale. La question suggère que les personnages devraient être le reflet non pas de nous-mêmes, mais du meilleur de nous-mêmes. Et évidemment, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Et ça, c'est quand même extraordinaire, parce que, alors, voilà, c'est la audace, détermination, indépendance et vantardise. Elle prend des exemples de femmes fortes et elle donne comme ça toute une liste en ne parlant que de romans que je ne connais pas. Et de la difficulté qu'il va y avoir et en quoi ça peut déjà être pour le coup une histoire quand un personnage féminin, et c'est beaucoup plus histoire pour un personnage féminin, va sortir de ce rôle de la fille cool, la fille sympa, etc. Et comment en fait déjà ce hiatus entre sa personnalité et ce rôle social peut déjà être un enjeu narratif, ce qui est quand même moins le cas pour les personnages masculins, ou en tout cas je ne vais pas le voir de façon aussi nette. Alors je vais le voir avec le virilisme, mais pas avec la sympathie. Parce que la sympathie, elle a trait avec le fait qu'il faut être aimé. Et c'est ce qui explique pour une bonne part la lesbophobie monstrueuse que se prend Alice Coffin depuis plusieurs jours, beaucoup trop de jours, longtemps, et notamment à partir de cette vidéo donc où elle explique, alors je ne vais même pas regarder la vidéo, mais qu'elle est très contente d'être lesbienne parce que c'est plutôt l'hétérosexualité qui est dangereuse, hein, parce que les violences domestiques, en fait c'est statistiquement complètement juste, vrai et réel, mais ce qui se passe avec la lesbophobie, c'est que ce sont des femmes. Le fait d'être lesbienne implique d'être une femme, moi je ne suis pas lesbienne, qui va se passer non pas de l'amour des hommes, mais qui va afficher qu'elle n'a pas besoin de l'amour des hommes. Et ça, c'est beaucoup plus important. Parce que ça veut dire que pour le coup, il n'y a plus de dépendance. Et c'est en ça que Monique Wittig, dans La pensée stoïque, dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Ce qui, pour pas mal de féministes, a été compliqué, parce que, comme Christine Delphi, on en avait parlé avec elle quand on avait fait la vidéo qui est sur la chaîne, hein, parce que Delphi, elle va considérer que de toute façon, ces liens ne se restreignent pas au couple, qui vont aussi être familiaux et sociaux, et que ça ne permettra pas de sortir de la classe. Mais quand même, c'est autre chose. Et ça, Delphi est d'accord pour dire que c'est autre chose. C'est juste la sortie de la classe femme qui, sociologiquement, ne lui convient pas. Et on sait que là-dessus, Delphi est plutôt rigide. Et donc,
en fait, le fait de sortir même de cette sympathie est déjà dangereux. On le dit souvent, Dworkin l'a dit, d'autres aussi, les hommes ont peur que les femmes les ridiculisent ou se moquent d'eux, les femmes ont peur que les hommes les tuent. Statistiquement, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Donc, voilà. Et cette question de la sympathie, ça c'est pas chez Roxane Gay, mais elle va amener jusqu'à cette chose comme ça d'une négation de sa personnalité propre, mais même de la négation au niveau de la réception littéraire, de la distance critique, de l'aspect formel, de la réflexion qui va permettre la construction d'une œuvre avec des femmes pour lesquelles on ne se demande pas toujours si elles sont sympathiques ou pas, qui vont être des modèles forts ou pas. Là, les exemples qu'elle prend sont des modèles plutôt forts, des personnages féminins incarnés, mais qui se passent de cet avis des hommes et surtout de la validation masculine, et à ce niveau-là, qui s'émancipe. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment cette question, et alors elle parle quand même surtout de la représentation de ces personnages, là, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que cette question sur la représentation des personnages, elle apparaît beaucoup plus pour des personnages féminins, mais surtout pour des personnages écrits par des femmes. Et en fait, ça recoupe le fait que la réalité des femmes, la plupart des femmes, les expériences des femmes n'ont globalement pas leur place, ou pas une place légitime ou une place moindre. Une place mineure, puisqu'il s'agit d'une minorité. Et à ce niveau-là, ça veut quand même dire que dans ce cas-là, on vit dans une illusion qui n'est pas la réalité, en tant que femme. Et que cette illusion, on est quand même censé. Et cette illusion, c'est un village Potemkin, hein, cette illusion. Hein. On va faire croire aux hommes et à peu près tout le monde que le monde se déroule normalement. Et que les viols se passent dans les parkings et pas dans les chambres à coucher. Pour le dire grossièrement. Ou brutalement, plus que grossièrement. Ou tel que c'est. Et à ce niveau-là, même en fiction, il ne deviendrait plus possible, alors là je suis vraiment dans l'ordre des hypothèses, des réflexions, interprétations, hein, mais même là, il n'est pas possible, même en imagination, d'arriver à cette étape où on pourrait avoir un personnage émancipé. C'est quand même super grave. C'est quand même super grave. Donc le scandale, là, c'est vraiment que les femmes se retrouvent à vivre dans les fictions des hommes. Parfois elles les croient, souvent. Elles se rendent bien compte petit à petit, et parfois plus quand on devient vraiment féministe, qu'il s'agit de fiction. Ou au moins d'une réalité qui n'est pas partagée par tout le monde. Et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Alors, qu'est-ce qui se passe de tout ça ? Je reviens quand même à Roxane Gay. C'est un truc qui me sidère, en fait. Parce que c'est une question épistémologique ultra profonde. Le féminisme m'a permis de me rendre compte que je ne vivais pas dans le monde dans lequel je croyais vivre. Et ça n'a pas été seulement les études, alors parce que j'ai fait des études de lettres, pas de sociaux. Mais on ne vit pas dans le monde dans lequel on croit vivre. On dit des choses et on agit d'une autre façon. Et c'est sidérant. L'écart est absolument sidérant. Et va aller donc jusqu'à contrôler les représentations, les fictions d'autres personnes. Bon, l'ensemble du bouquin de Roxane Gay, il est ultra stimulant, il est hyper rafraîchissant. Même quand on est une vieille briscarde, comme je le suis. Elle parle vraiment de Twitter. Je vous rappelle que c'est avant MeToo. Donc quand Twitter fait ce que le journalisme ne peut pas faire. Et ça, c'est ultra important. Elle parle de bouffe. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi le chapitre sur les contes, le problème avec le prince charmant, ou lui qui a péché contre nous. Et sur... alors,
concrètement, elle parle de livres que je ne lirai jamais. Elle parle de 50 Shades of Grey et Twilight, puisque 50 Shades of Grey est une fanfiction de Twilight, mais de comment, en fait, ces textes sont des contes actuels qui vont reposer sur le fait que l'amour des femmes doit toujours impliquer au moins un compromis d'elle-même, pas mutuel, et souvent un sacrifice, voire une destruction d'elle-même. Bon, c'est quand même intéressant. Et c'est ultra convaincant. Alors, bon voilà, les exemples, c'est pas de la littérature blanche ou générale. Quand je dis blanche, c'est façon Gallimard. C'est beaucoup plus concret. Moi, j'en retiens que les questions de représentation, elles ne sont pas juste sur le fait d'avoir tel ou tel type de personnage, ce dont elles parlent finalement assez peu. Les questions d'avoir... est-ce un auteur blanc peut raconter l'esclavage, par exemple, l'histoire noire ou un personnage noir? Bah, elle n'est pas contre, sauf qu'il vaut mieux être bien armé, c'est un peu ce que je disais au début. Et ça fait quand même beaucoup de bien. De toute façon, bah, ça, là, je l'ai sous les yeux. Voilà, c'est vraiment ce que je disais en parlant des Furtifs de Damasio. Il est à côté de la plaque, quoi. Il est complètement à côté de la plaque. Bon, je sais pas si c'est triste ou si c'est drôle, mais c'est à ce niveau-là, sur tout ce qui va être représentation. Mais pour le coup, même pas seulement de genre, mais aussi politique, Damasio, il est fatigant. Il est lassant. Il rappelle ces vieux gars un peu bourrés à la fin des soirées militantes. Mais moi, j'ai vraiment aimé cette écriture de blog, parce que bah, moi, j'aime le blog. J'aime le format blog, j'aime le format court. J'aime qu'elle entrelace un sujet personnel à un sujet plus large. Les effets de focale. Hyper bien. Le passage d'une œuvre à une autre. Ça marche aussi hyper bien. Alors, puis en plus, moi, c'est exactement ce que j'aime. C'est-à-dire que ça parle de bouquins que je lirai ou de films que souvent je ne lirai pas ou ne verrai jamais. Mais j'adore ça. J'adore qu'on parle de choses que je ne connais pas. Donc là, ça fait qu'on va avoir des effets de saut et on va avoir des effets de focale avec donc des agrandissements, des rétrécissements. Et donc comme ça, elle change de focale, de niveau, mais aussi de focalisation en passant d'elle à un truc raconté, moins souvent, à une citation, un bouquin, etc. Et ça fait que c'est hyper dynamique à lire. C'est très américain à ce niveau-là, c'est ultra américain. Et je le voyais un peu chez Mark Fisher, que je vois pas loin non plus, parce que ça c'est la pile des bouquins que j'ai lus. C'est un truc que je vois chez David Foster Wallace, mais beaucoup moins léger. C'est un truc qui m'avait beaucoup marqué chez Rebecca Solnit. Et c'est souple. C'est hyper souple. Et ça attrape hyper bien. Quand ça attrape bien. Il y a une scène ultra dure, je sais plus où. Mais voilà, il est aussi question de violence sexuelle et ça peut être hyper dur. Et c'est quand même globalement une série d'essais sur le rapport qu'on peut avoir politiquement, affectivement, sentimentalement aux œuvres. Et essentiellement aux œuvres et aux représentations, aux discours plus généralement de la culture pop, parce que c'est pas exactement populaire. Et de la culture qu'on peut dire aujourd'hui médiatique. Et ça, c'est quand même hyper intéressant parce que finalement, par la pratique, il en ressort des choses quand même très intéressantes sur ce qu'on va faire de la fiction ou plus largement des représentations. Et alors, elle prend pas tellement en question la façon dont on s'empare de ces outils, de ce qui va être une fanfiction elle-même. Elle va plus se placer en tant que lectrice, spectatrice et autrice, notamment pour expliquer le travail qu'elle a pu faire, ou prendre son propre livre en exemple, avec une position pas surplombante du tout, quoi. Elle dit pas du tout que son livre est le meilleur du monde, elle explique ce qu'elle a voulu faire et le boulot que ça a demandé. Et ça, c'est un truc qui fonctionne hyper bien à la lecture. Mais je crois que les féministes sont très fortes là-dedans, mais elles ne sont pas les seules. Mais ça permet des écritures comme ça très très fluides et aussi très acérées. Ça, c'est avec les trivialia dont je parlais dans une vidéo précédente. Donc, ces effets comme ça non pas de réel, mais de trivialité, de rappel au concret, aux réalités concrètes,
et qui peuvent passer par la statistique, le corps, etc. Des choses comme ça assez diverses qui tiennent le discours, et c'est très très ferme. Donc on a parfois l'impression qu'elle fait un peu la faux folle, qu'elle rigole, etc. Et bim, on se prend une claque. Et là, au niveau du rythme, de la punchline, et c'est ultra varié d'un texte à l'autre, ça marche super bien. Le texte sur le Scrabble est vraiment vraiment extraordinaire parce que il est ultra agonistique. C'est lequel? C'est celui-là. Ouais. Gratter, griffer, tâtonner, maladroitement ou frénétiquement. Et donc ça, c'est la définition du mot Scrabble dans le dictionnaire Merriam-Webster. Mon 3e tournoi a débuté par une partie brutale où j'ai perdu de plus de 200 points. J'étais tête de série numéro 5 au classement de ce tennis de mots et j'avais confiance en moi. Trop, en fait. War the Champions tournait peut-être en boucle dans ma tête, et pourtant. C'était un samedi matin de bonne heure. Je ne suis pas du matin. Avant le début du tournoi, les gens déambulaient dans la salle de conférence de l'hôtel en discutant tranquillement de la chaleur, de ce que nous avions fait depuis la dernière fois, que nous nous étions vus. Le précédent tournoi avait eu lieu dans l'Illinois. Et des parties les plus folles que nous avions disputées récemment. Ça, c'est le premier paragraphe. Qu'est-ce que ça va donner? Mon 3e, donc on est quasi le medias res, mais avec une impression ab ovo. Donc ça, on n'est pas au premier tournoi, c'est pas la découverte, c'est pas toute petite déjà, je joue au Scrabble. On est directement dans la partie et à un moment, dans l'action. Mais en même temps, on n'a pas le... je pose une pièce devant moi, qui serait un vrai in medias res, mais ab ovo, c'est depuis l'œuf. Donc on a quelque chose d'intermédiaire comme ça qui fonctionne pas mal. Les punchlines que je signalais là, elles vont passer par tac, 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 les effets de rythme, hop, phrase longue, assez littéraire, et la phrase plus subjective d'elle-même qui va casser cette impression littéraire et amener cette distance assez drôle. Donc, j'avais confiance en moi, trop en fait, et paf, ça amène en même temps de la dramatisation. Et pourtant, tac, 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 et ça. Voilà, ça va être récurrent vraiment dans ce texte. C'est un truc qu'elle fait vraiment très très bien ici, qu'elle va faire différemment ailleurs, mais c'est une maîtrise narrative exceptionnelle et je trouve hyper intéressant de voir comment on a des passages de narration et de récit dans des textes de non-fiction, dans des textes qui ne sont pas des romans, qui ne sont pas des... Enfin, ouais, qui sont des bouts d'essai, quoi. Et ça marche hyper bien à ce niveau-là. Ce texte sur Scrabble m'a un peu fait penser à des Foster Wallace, mais sans virilisme. Comme quoi c'est possible. Et c'est aussi très drôle comme ça. Donc pourquoi le bouquin il m'a plu? Pour toutes ces raisons-là. C'est vraiment, vraiment bien écrit. Au niveau du féminisme, c'est très bienveillant. Très bienveillant, chaleureux et accueillant. Et cela en passant par l'exemple personnel, non pas comme exemplum, comme exemple, comme modèle à suivre, mais pour permettre quelque chose de l'ordre d'un échange. C'est l'effet que ça donne. Ça donne une impression d'intimité sans impudeur. Mais ça donne l'impression de mettre en place quelque chose et avec voilà, les peurs, les questions qu'il peut y avoir vis-à-vis du féminisme. Ce qui manque, c'est la dimension plus collective de tout ça. Voilà. Qui est plus présente à la fin du livre. Bon, après, est-ce qu'il faut forcément aller dans des réunions pour être féministe? Je suis bien placée pour savoir que non, puisque je suis moi-même une mauvaise féministe. Je vous dis à bientôt.